Alors, se présenter rapidement, je dirais que je m'inscris dans une tradition philosophique radicale, une tradition philosophique qui remonte au présocratique, c'est-à-dire à un certain nombre de penseurs, Héraclite, Parménide, Empédocle, qui sont donc dits présocratiques. On devrait d'ailleurs dire antésocratique, ce serait plus logique, parce que présocratique, ça donne un peu trop l'impression qu'ils sont les préparateurs de Socrate, alors qu'au contraire, ils sont radicalement en opposition avec la pensée qui va naître avec Socrate. Donc c'est une pensée radicale, c'est une pensée de subversion qui émerge à un moment donné où les vieilles communautés traditionnelles qui ignoraient l'argent, l'État, le pouvoir ont fini de périr, et où les sociétés, les civilisations de l'avoir, du dressage et de la domestication se mettent en marche à partir de Platon et de Socrate, qui vont produire de gigantesques symphonies justificatrices du découpé. Les penseurs présocratiques comme Héraclite et Empédocle n'ont qu'un seul regard, c'est la totalité du monde inscindé, la totalité du sacral, dans un vivre non monnayable, non achetable, non vendable, et leur pensée se résume à cette chose essentielle que le vrai est le tout du vivre, du jouir, hors de l'argent et hors des choses artificielles de la civilisation, de la domestication. À partir de Platon et à partir de Socrate, on a de gigantesques symphonies qui donnent l'impression d'une pensée très riche, parce que c'est une pensée qui se développe, mais qui est en fin de compte une pensée très pauvre, parce qu'elle se développe dans le découpé, le cloisonné. Héraclite et Parménide disent « je pense le tout, point ». Ça paraît court, mais c'est d'une richesse infinie, alors que Platon, à la suite de Socrate et après avec Aristote, nous aurons l'émergence de vastes symphonies mathématiques, métaphysiques, politiques, qui finalement marquent l'appropriation par la société du pouvoir de l'argent et de l'État de toute une série de sphères à rentabiliser, à investir et découper. Donc, si vous voulez, je m'inscris dans cette tradition présocratique qui est une tradition de radicalité parce que c'est une philosophie de rupture, c'est une philosophie qui pense la radicalité profonde de l'insurrection de l'être générique, alors qu'à partir de Platon et à partir d'Aristote, nous allons avoir des philosophies de connivence. Et toute l'histoire de la philosophie mondiale à partir de Platon et à partir d'Aristote est une vaste symphonie de dressage, de domestication adéquate au développement des forces productives de l'aliénation. Et on aboutira avec Kant à un gigantesque système apologétique de la marchandise. Et il faudra attendre la révolution capitaliste de 1789 qui fera tout péter au niveau mondial pour qu'à partir de Hegel et à partir de Marx, on retourne vers les présocratiques pour penser justement une dialectique radicale contre l'argent, contre l'État, contre la soumission et pour le retour à une vraie vie humaine. Alors, définir le capitalisme, il a fallu 4 livres entiers à Marx, de dizaines de milliers de pages, il me faudra au minimum 12h30. Alors, en synthèse ramassée, il faut comprendre qu'à partir de la révolution néolithique, se met en marche une fracture radicale, puisqu'avant le néolithique, dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'assujettissement à l'argent, il n'y a pas d'assujettissement au pouvoir. Les hommes sont en relation avec leur vivre et les hommes ne produisent que ce qui correspond à leurs besoins génériques. À partir de la révolution néolithique et à partir des stocks agraires, se mettent progressivement en marge des situations de troc et d'échange qui vont produire la nécessité non plus de produire pour les besoins humains, mais de produire pour quelque chose qui va progressivement créer un marché. Et le capitalisme, dans sa forme réelle, va émerger au XIIe, XIIIe siècle avec les révolutions capitalistes des villes marchandes italiennes et par des voies commerciales qui vont remonter jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'à l'Angleterre, progressivement le capitalisme va s'emparer de la totalité du monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre la révolution néolithique et la révolution capitaliste, on a une phase où se développe la marchandise, mais se développe une marchandise pré-marchande parce que tout ne se retrouve pas sur le marché. Par exemple, le paysan vendait ses excédents.
Avec la révolution capitaliste, le paysan ne vend plus seulement ses excédents, il vend la totalité de sa vie et la totalité de sa production. Donc le capitalisme comme mode de production de la dictature absolue de la forme marchandise, avec l'impérialisme du fétichisme de la marchandise, il émerge au XIIIe siècle avec la révolution capitaliste médiévale, mais il a toute une phase de développement formel où il n'est pas encore lui-même. Il s'appuie sur ce qui le précédait, il a donc une forme impure. Il faudra attendre la guerre de 14 et la grande fracture mondialiste du développement financier de la marchandise pour que se crée progressivement une vraie société capitaliste accomplie. Et on est aujourd'hui dans la forme supérieurement élaborée de la marchandise, c'est-à-dire le moment où le fétichisme de la marchandise s'est emparé de la totalité des hommes, s'est emparé de la totalité de l'espace, s'est emparé de la totalité des émotions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la grande angoisse de l'homme malade du temps marchandise, et c'est pour ça aussi que j'ai cette activité d'analyste philosophique avec des gens qui sont en inquiétude, en questionnement, et qui veulent comprendre pourquoi en eux ça va si mal, et qui ne veulent pas simplement une restructuration psychologique, psychanalytique ou psychiatrique pour aller mieux dans le monde du faux, mais pour comprendre ce qu'est la radicalité du monde du vrai, et pour pouvoir véritablement épanouir leur véritable satisfaction humaine. Alors, le crédit et l'usure sont liés, mais ils ne sont pas équivalents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le capitalisme est une contradiction en procès, dit Marx. C'est-à-dire que le capitalisme a un besoin absolu d'incrément de valeur, de plus-value, mais seul le travail humain exploité produit de la valeur. La machine ne produit de la valeur que pour autant qu'elle transmet la valeur que le travail humain qui l'a constituée a coagulé en elle. Et le capital, montre Marx, vit une contradiction incroyable parce que par le biais du développement concurrentiel du fétichisme de la marchandise mondiale, le capital, pour s'emparer de nouveaux marchés, doit produire le plus vite possible à un coût le plus bas possible. Il doit donc user d'une mécanique mondiale de plus en plus lourde, de plus en plus gigantesque et de plus en plus dévalorisante, puisqu'elle ne produit pas de valeur. Il est donc obligé, pour compenser la baisse de valeur en masse, en taux, pardon, de compenser en masse. Et c'est ce qui fait que la baisse du taux de profit, qui découle du fait qu'il y a de plus en plus de machines, alors même que la machine ne produit pas de valeur, nécessite de vendre de plus en plus, et donc de saturer les marchés. Donc il y a périodiquement de gigantesques goulots d'étranglement mondiaux, la guerre de 14, la guerre de 39, la crise actuelle, qui nécessite des repartages militaires des marchés pour repartir à zéro, c'est-à-dire pour liquider physiquement la surproduction humaine et la surproduction matérielle. C'est-à-dire que quand on massacre des millions d'hommes sur un champ de bataille, c'est pas la folie nationaliste, ça ce sont des décorations, c'est la nécessité de la baisse du taux de profit pour égorger la surproduction humaine en travail. Donc la guerre a cet objectif-là, c'est liquider les marchandises en surproduction, et l'homme n'est qu'une marchandise. Alors, si vous voulez, bon, déjà, la laïcité, c'est un concept qui est né dans le développement du capital à un moment donné, parce qu'il fallait que le prolétariat, qui était assujetti à la dictature du capital en mouvement, use de pratiques de divertissement et de bouc émissaire. Les Clémenceau et toute la classe capitaliste maçonnique du XIXe siècle ont fait bouffer du curé aux ouvriers pour cacher que la forme supérieure de la marchandise était laïque. C'est-à-dire que les vieilles religions doivent disparaître parce que la seule religion, c'est le monothéisme de la marchandise. Donc, il fallait liquider. On voit bien, par exemple, au niveau de ce que pose aujourd'hui, en termes de mœurs, le problème de la PMA, le problème de la GPA. Marx, d'un point de vue subversif, parce qu'il refuse la marchandisation du corps, du désir, des ovules et du sperme, montre bien que la PMA et la GPA, c'est la dictature machinique du capital en mouvement.
Mais comme toute la gauche du capital est le laboratoire de recherche de la marchandise, et qu'elle a fait semblant à un moment donné d'épouser le discours de Marx, mais pour mieux le tuer, on a liquidé les vieilles formes religieuses pour que la forme supérieure de la religion nécessaire, c'est-à-dire le désir machinique du sexe machine, puisse fonctionner. Donc la lutte qui consistait à dire « Ah, bah t'es contre la PMA et la GPA, bien sûr t'es un réac », c'est un piège sémantique du capital, parce que ce qui est le plus réac, c'est justement notre dégradation à l'état machinique d'objets. Et la dialectique du capital, c'est pas simplement nous assujettir aux objets, c'est faire de nous des objets. C'est-à-dire que nous ne sommes plus aujourd'hui que des objets. Je voyais qu'il y avait un truc là récemment de praille de puce, ou enfin des mecs qui se, voilà, ils se font implanter. C'est-à-dire que le bétail capitaliste de l'abrutissement humain met maintenant des puces aux esclaves circulatoires. Ce que nous a appris Marx et la critique de l'économie politique, c'est que tous les débats qui ont lieu sur le terrain de la marchandise sont des faux débats. Le capital, il faut le poser toujours sur le terrain de la lutte des classes. C'est-à-dire que comment analyser l'immigration du point de vue de la lutte des classes? Comment positionner le problème de l'islamophobie du point de vue de la lutte des classes? Le gros problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement du spectacle mondial, qui est donc aux articulations financières et stratégiques de l'empire américano-israélien de la marchandise, a eu un objectif essentiel, c'est de casser la longue histoire des luttes radicales qui existaient en Europe et qui n'existaient qu'en Europe, quand on a vu après 68 des millions de prolétaires qui ne voulaient pas simplement modifier leur servitude, mais qui avaient l'objectif d'un autre monde débarrassé de l'argent. Et toute cette histoire-là, qui vient des jacqueries paysannes du Moyen-Âge, qui a été transmis au prolétariat européen à travers la Commune de Paris et toutes ces expériences, il a fallu la liquider après 68 en faisant effectivement venir ce que Marx appelle une immigration armée de réserve, armée de remplacement, parce qu'on faisait venir des gens d'un continent ignorant les luttes radicales et on faisait venir des gens d'un continent à bas prix qui cassaient en même temps le coût du travail. Et on les a fait venir dans le cadre d'une aliénation marchande généralisée, de haine de l'endroit où ils arrivaient. Bon, par exemple, vous avez un type qui a écrit un bouquin qui est très très important, qui confirme justement tous les travaux que Marx avait mis en marche sur la colonisation, c'est Jacques Marseille. Jacques Marseille a écrit un bouquin qui s'appelle L'Empire colonial. On retrouve la même chose chez Rosa Luxembourg, on retrouve la même chose chez Marx. Vous avez des empires coloniaux de déstructuration et de massacres de masse. La colonisation judéo-protestante aux États-Unis, elle a éliminé les Amérindiens. Elle a éliminé les Amérindiens. La colonisation européenne archaïque espagnole, qui était beaucoup plus pré-capitaliste que capitaliste, elle a tué des Indiens, mais si vous allez au Mexique, vous avez une société métissée avec plein d'Indiens. La différence entre le colonialisme espagnol ou français archaïque et le capitalisme ultra technique perfectionné judéo-protestant de l'Amérique anglo-saxonne, c'est qu'après le passage de l'Amérique anglo-saxonne, il n'y a plus d'Indiens. Et donc, la colonisation française a coûté plus cher qu'elle n'a rapporté. Il y a eu des secteurs, bien évidemment, où on a davantage vampirisé. Le secteur du caoutchouc au Vietnam, ce sont des entreprises qui, effectivement, ont fait des vrais surprofits. Mais la construction routière, chemin de fer, hospitalière, infrastructure, a plus coûté qu'elle n'a rapporté, contrairement à la colonisation dévastatrice des empires américano-anglo-saxons. Donc, l'immigré aujourd'hui, qui vient de l'Afrique subsaharienne, ou qui se retrouve dans des banlieues maghrébines, il a pour modèle culturel l'Amérique, qui a été le plus grand déstructurateur, colonisateur, impérialiste, et dans le même temps, on lui a, parce qu'il fallait le chaos, le capital a besoin du chaos, il fallait qu'au même moment où on faisait migrer le prolétariat européen de sa conscience radicale,
les immigrés qui venaient soient dans l'incapacité d'établir une passerelle de radicalité avec les populations indigènes. C'est-à-dire que dans les années 1950-1960, vous aviez dans les groupes radicaux qui faisaient une critique systématique et radicale du capitalisme, de temps en temps, un noir, de temps en temps un maghrébin, qui s'intégrait parfaitement dans cette communauté radicale sur une base d'analyse offensive, parce qu'il ne venait pas avec le poids de ce que le chaos de la marchandise lui avait mis dans la tête, mais il venait, et dans le cadre d'une spontanéité de terrain, tout le monde se mettait en mouvement d'avancée. Et donc, l'islamophobie, alors bon, l'islamophobie, bon, il faut déjà savoir que dans la suite des travaux radicaux de Marx, la Gazette rhénane, de Guy Debord, les commentaires sur la société du spectacle, une des lignes de démarcation stratégique pour la pensée contemporaine radicale, c'est la compréhension que le terrorisme est un phénomène capitaliste de production étatique de masse. Vous pouvez, vous, ce soir, avoir une crise de folie, prendre une carabine et flinguer le voisin. Bon, ça, c'est possible. Mais les actes terroristes intenses, industriels, massifs, comme on les voit aujourd'hui, ils rentrent effectivement dans un chaos voulu par le gouvernement du spectacle mondial pour détruire tout le Moyen-Orient et pour que l'Europe soit une poudrière d'affrontement où, au lieu d'unifier les malaises sur une base de radicalité contre la marchandise, l'immigré se dise « Ah, le de souche, il m'emmerde » et le de souche se dise « Ah, l'immigré, il m'emmerde ». Et c'est donc l'islamophobie telle qu'elle est mise en scène par le spectacle de l'imposture de la marchandise, c'est effectivement un dérivatif, comme l'anticléricalisme catholique au XIXe siècle était un dérivatif. Pour empêcher une lutte de classe radicale, on crée des dérivations d'imposture et d'aliénation. Ah ben l'objectif du capital, si vous voulez, ce que montre Marx, c'est que quand le capital a enfin réalisé sa domination planétaire et qu'on est dans la phase de domination réelle absolue de la marchandise, il y a deux classes. Et il n'y a que deux classes. Il y a la classe capitaliste mondiale du gouvernement du spectacle mondial et il y a l'humanité prolétarisée. Parce que Marx est l'auteur le plus cité mais le moins lu. Pour Marx, un prolétaire, c'est pas un ouvrier qui est à la mine. Un prolétaire, c'est un homme qui est dépossédé de sa créativité, de sa force de travail et de son existence, et qui n'a aucun pouvoir sur cette existence. Et ce que montre Marx, c'est qu'aujourd'hui, le prolétariat est la classe universelle. Il n'y a plus qu'aujourd'hui une classe universelle mondiale. Et cette classe universelle mondiale, qui pourrait s'unifier sur la base de toutes les radicalités que le continent européen, puisqu'il est le premier à être passé sur cette base-là, le manifeste de la Ligue communiste et les textes les plus radicaux pour l'abolition de l'argent n'ont pas eu lieu à Calcutta ou à Sao Paulo. Ils ont eu lieu dans ce continent européen à feu et à sang d'insurrection radicale, non pas pour changer de maître, mais pour abolir la maîtrise, et c'est ça qu'il faut tuer. Et pour tuer ça, il faut absolument qu'on organise un gigantesque chaos mondial, un chaos stratégique, un chaos financier et un chaos mental. Un chaos mental. Et c'est de là que renaît le problème de l'islam. Moi je dis souvent, dans les années 50-60, l'islam n'existait plus. Les gens étaient baassistes, ils étaient nassériens, les gens s'occupaient de la Palestine, ils étaient FPLP, ils étaient FDPLP, ils étaient OLP. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ressurgissement islamique, patronné par le MI6 et le MI5 en Égypte avec les frères musulmans, est une planification stratégique du gouvernement du spectacle mondial. Je veux dire que l'Irak a explosé dans la confusion islamiste la plus folle entre des bombes chez les chiites, des bombes chez les sunnites. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et ça Marx et Rosa Luxembourg le montrent bien, le capital a donc deux phases. Il a une phase de domination formelle où il épouse les formes de domination politique de son antériorité. Donc il vise à la stabilité. Par contre, dans la grande crise universelle de la domination réelle, Rosa Luxembourg dit c'est l'anarchie et le chaos. Mais c'est pas l'anarchie et le chaos voulu. J'écoutais ce soir une émission sur le chaos irakien.
Et il y a encore toute une série de crétins journalistiques qui ne cessent de délayer des inepties sur les Américains ont échoué, il y a le chaos en Irak. Non, c'est l'inverse. Le gouvernement du spectacle mondial voulait le chaos en Irak pour que des rives du Jourdain jusqu'aux portes de l'Afghanistan, nous n'ayons plus qu'un gigantesque bordel où tout le monde s'égorge, puisque du coup, cette masse stratégique potentielle qui nous ouvre les chemins sud de l'Eurasie, elle est dominée par le gouvernement du spectacle mondial et ses services djihadistes, puisque le djihadisme, c'est le djihadisme de la CIA, puisque le djihadisme taliban en Afghanistan, il y a 20 ans, c'était la CIA, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un groupe djihadiste qui n'est pas sous contrôle et sous infiltration. On a appris dernièrement que la NSA avait eu une écoute permanente du portable du crétin d'Hollande. Mais elle a le portable du crétin d'Hollande qui dit pas grand-chose, mais elle a tous les portables des Mera, des Koulibaly, etc. Donc il faut avoir cette conception qui n'est pas complotiste. Parce que Marx et Debord n'expliquent pas ça comme s'il y avait un complot dans les ruelles de chaque trottoir. Bien évidemment, il y a des complots, mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. C'est le développement chaotique de la crise de surproduction de la marchandise dans sa phase terminale qui rend le mécanisme du chaos comme seul et unique mécanisme de possibilité d'unification de la société, non pas dans la stabilité, mais dans le bordel généralisé de la crise universelle. Ben, si vous voulez, alors, il n'y a pas de classe moyenne, il y a des couches. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une classe? Une classe n'est pas fixée par le niveau de revenu. Quand on va à l'université, lieu apologétique du crétinisme absolu, on nous apprend la sociologie, l'anthropologie, toutes les sciences du savoir faux pour que la normalisation au crétinisme de la marchandise fonctionne. Et en économie et en sociologie, on explique que les classes sont fixées par leur niveau de revenu ou leur niveau de comportement. Marx, il y a déjà plus de 2 siècles, à la suite de tous les courants radicaux qui l'avaient précédé, a expliqué que c'est pas ça le problème. Une classe se fixe par sa place dans le rapport de production et par la place qu'elle joue dans le rapport de production pour promouvoir un projet historique spécifique. Donc, dans l'histoire, il y a eu la bourgeoisie, il y a eu le prolétariat. La domination réalisée du capital a liquidé la bourgeoisie. Il n'y a plus de bourgeoisie. Quand les gens aujourd'hui vous disent la bourgeoisie, ça n'existe plus. Ce qui existe, c'est la classe capitaliste. Marx montre que dans la période où le capital domine formellement la société, il y a une bourgeoisie, c'est-à-dire une classe qui approprie les moyens de production et qui d'ailleurs en est détenteur. Aujourd'hui, Michelin n'appartient plus à la famille Michelin. Michelin, il y a un conseil d'administration et c'est une transnationale. C'est l'impérialisme du gouvernement mondial du spectacle international. Donc aujourd'hui, on a la classe capitaliste du gouvernement mondial. Lorsque Mitterrand a accepté en 1991 la guerre en Irak, il a quelque part avoué que l'État français était mort, définitivement mort, et que les quelques résurgences qui subsistaient après le départ de De Gaulle n'étaient plus que des caricatures théâtrales. Donc aujourd'hui, on a le gouvernement du spectacle mondial, et puis on a des formes archaïques en Chine et en Russie, mais qui ne sont pas du tout oppositionnelles frontales, c'est des secteurs périphériques, on y reviendra peut-être, et on a donc entre le prolétariat et la classe capitaliste des couches. Les notaires ne forment pas une classe, les bouchers ne forment pas une classe. Ce sont des couches qui sont en situation de disparition. Vous avez aujourd'hui des petits artisans qui, pour payer leurs salariés, se rémunèrent à 500 € par mois. Ils ont donc un statut apparemment indépendant, mais ils sont en prolétarisation. Et la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que la prolétarisation industrielle intensive se généralise et le phénomène Uber, qui est donc un phénomène périphérique mais humoristiquement central, ça signifie que le capital va demander aux gens qui sont dans la misère, à côté de leur boulot misérable, le soir, entre 18 h et 22 h, s'amuser avec leur voiture pour faire un complément de salaire. Donc c'est derrière le coup Uber Pop, on a toute une glissade qui est en route dans le cadre justement de cette crise universelle,
Dans le même temps, les voies de chemin de fer vont disparaître et le prolétariat aura des cars. La loi Macron entérine la disparition de toute une série de voies de chemin de fer qui existent dans des régions, mais qui de toute manière doivent disparaître, puisque la classe prolétaire ira maintenant en autocar. Donc tout se déstructure. Plus qu'Uberpop, je crois que, comme dit Marx, l'attentat arrive toujours à un moment de cristallisation intensive pour gérer l'imposture qui passe à un saut qualitatif supérieur. C'est surtout la loi renseignement. C'est-à-dire que là, au moment... je reprends souvent les exemples du mouvement anarchiste au début du siècle. Tous les attentats anarchistes étaient programmés par un préfet qui s'appelait Andrieux, à un moment donné par un ministre qui s'appelait Clémenceau, et on avait absolument besoin de faire passer les lois scélérates pour casser la radicalité ouvrière. Donc on a fait péter plein de bombes qui ont permis la mise en marche des lois scélérates. Il est évident que là, même après l'orchestration manipulatoire de Charlie, on a eu des gens qui s'interrogeaient. Donc le nouvel attentat permet médiatiquement à toutes les orchestrations télévisées et radio-journalistiques de nous dire non, non, la loi renseignement, vous voyez bien, il faut vraiment qu'il y ait la loi renseignement. Donc tout a un sens. Tout ça fait partie d'une dialectique historique. Alors, il faut sortir de l'idée que c'est une manipulation complotiste. C'est-à-dire qu'il y a une immanence de la marchandise. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre à travers Marx et à travers Debord. C'est qu'il y a effectivement des états-majors policiers, il y a des états-majors de services qui manipulent. Les services secrets ont des secteurs administratifs qui sont centralement positionnés sur la manipulation, l'intoxication, le faux drapeau, mais ça n'est qu'un effet de la crise de la marchandise. Et même le stratège manipulatoire le plus narcissiquement ancré dans l'imaginaire que c'est lui qui, il est propulsé par la dynamique aliénatoire du fétichisme de la marchandise, et c'est pas le complot qui organise la marchandise, c'est au contraire la marchandise qui structure par sa dialectique aliénatoire les états-majors de l'aliénation et donc du complot ou de la manigance. Ben, alors, l'objet du capital, Marx dit, c'est la chosification absolue, la réification éternelle. Avant le capitalisme, entre la révolution néolithique et le capitalisme, toutes les sociétés d'ancien régime, quelle que soit leur latitude, sont des sociétés d'aliénation et d'oppression. Mais elles sont encore naturelles. C'est-à-dire que les sociétés précapitalistes d'oppression et de domestication compriment l'homme, aliènent l'homme, mais ne vont pas jusqu'à le dénaturaliser. La grande spécificité du capital, c'est que le capital, par la dialectique obligatoire de la valorisation, est le premier mode de production, et aussi le dernier, qui transforme l'homme, parce que l'homme, en produisant les choses, se fait chose lui-même. Et on aboutit à ce que Marx appelle le dessaisissement absolu, et il faut relire les textes de Marx, en particulier les textes où il fait référence à Frankenstein. C'est-à-dire que le capital est un vampire qui suce le sang des hommes, mais le capital est une technologie cybernétique d'abrutissement universel qui veut nous mécaniser dans l'absolue existence de tous nos parcours. Donc, quand on parle par exemple de l'armée de réserve du capital, Marx dit, c'est le grand remplacement par lequel l'homme est remplacé par la femme, et l'Américain par 3 Chinois. Alors l'Américain par 3 Chinois, c'est l'immigration, mais l'homme par la femme. Il a fallu mettre les femmes au travail pour casser le coût du travail. Le capital n'a pas mis les femmes au travail pour émanciper la femme d'un point de vue humain, mais pour l'émanciper d'un point de vue aliénatoire. Donc, dans les années 1930-1950 en France, une famille ouvrière vivait avec le salaire de l'ouvrier. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle région, s'il n'y a que le salaire de l'ouvrier, la famille est dans une misère totale. Il fallait donc 2 salaires.
Mais il fallait donc 2 salaires à partir du moment où la naturalité fait que la femme porte un enfant. Donc à partir du moment où la femme porte un enfant, il a fallu lui expliquer que son émancipation, au lieu d'être un érotisme naturaliste, c'était la possibilité d'éliminer cette surproduction gênante qui, à un moment donné, pour la dialectique du capital, faisait obstacle à la mise en marche de l'armée de réserve des femmes. Donc on a généralisé l'avortement, on a généralisé en même temps la contraception, et bien évidemment, au bout de la route de la généralisation de la contraception et de l'avortement, le fœtus qui pendant des millénaires, dans toutes les traditions de la primordialité, chez les Indiens, chez les Sioux, chez les Germains, est sacré. Vous prenez les premiers textes grecs, le serment d'Hippocrate dit, dans la dialectique de la naturalité, tu respecteras la naturalité dans tous ses effets, et tu ne produiras pas de pécère avortif. Aujourd'hui, les médecins récitent un serment d'Hippocrate qui est tronçonné. Alors ils auraient pu, dans une honnêteté quelconque, l'appeler le serment de Duduche. Non, ils continuent de l'appeler le serment d'Hippocrate. Mais ce n'est pas le serment d'Hippocrate. Parce que la valorisation capitaliste doit éjecter tout ce qui pose problème à la chosification. L'objectif du capital, c'est la démocratie pure de la chosification absolue. La réification totale de nos âmes, de nos consciences, de nos affections, pour que nous ne soyons plus que des épaves de rentabilisation. Et au terme de l'épave de la rentabilisation, il y a l'euthanasie. À partir du moment où, dans le cadre de toute cette surproduction humaine, il faut zigouiller par la guerre, il faut zigouiller aussi par l'euthanasie. Pour le capital, que Vincent Lambert soit dans une situation dite végétative. Végétative, ça ne veut pas dire légumes. Hein. Que Vincent Lambert soit dans une situation où il l'est, c'est une situation improductive. Il doit donc être liquidé. Par contre, je m'intéresse énormément à l'archéologie et à la préhistoire. J'avais fait un texte il y a plusieurs années. On avait découvert dans une grotte du nord de l'Espagne, en faisant des fouilles, un groupe. Et ce groupe remontait à l'Albergensis. L'Albergensis, c'est une phase préhistorique qui doit correspondre à 35-40 000 avant Jésus-Christ. Et on avait découvert dans ce groupe une Vincent Lambert, c'est-à-dire une jeune fille qui était atteinte, enfin une jeune fille, elle avait 32 ans à l'époque, au moment où elle est morte. Mais elle était atteinte, parce que quand on fait une analyse osseuse en profondeur, on découvre de l'ADN, on découvre toute une série de choses, et on découvre les maladies du sujet. Et on a donc découvert que cette jeune fille avait une maladie génétique dont j'ai oublié le nom, mais qui se traduisait par une paralysie totale. Donc, à l'Albergensis, dans une communauté primordiale de l'être générique humain, des pauvres couillons qui ignoraient l'argent, évidemment, et qui n'avaient pas de portable, cette jeune fille, qui était immobilisée comme Vincent Lambert, a été recueillie, choyée, alimentée, caressée, aimée. Ils ne l'ont pas tuée. Et elle a poursuivi le long de sa vie. Ça, c'est possible dans une communauté primordiale où les gens ont une relation d'amour à l'autre. Vincent Lambert, c'est un paquet de viande inutile, totalement improductif pour la dialectique du capital. Mais c'est là où, si vous voulez, les gens qui se battent contre l'euthanasie, qui se battent contre la PMA, qui se battent contre la GPA, sur la base du « on ne peut pas laisser faire ça », mais sans le comprendre sur une base insurrectionnelle, radicale, n'ont rien compris. L'euthanasie sera généralisée. La PMA sera généralisée. Le TAFTA sera généralisé. On ne peut pas se battre à contre-pied contre la dialectique dévoratrice du capital qui emportera tout. Les sudistes avaient des généraux qui étaient 10 fois plus intelligents que les généraux nordistes. Ils ont tenu pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis bon, ils ont perdu parce que la dialectique industrielle du Nord était la plus forte. Napoléon aurait très bien pu gagner en 1815 à Waterloo. Il s'en est fallu de peu. Mais s'il avait gagné à Waterloo, il perdait 3 mois après, parce que dans le rapport de force, la dialectique des forces productives était la plus forte. À la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a terminé avec le Messerschmitt 262, qui était le premier avion à réaction au monde. Elle avait les meilleurs tanks, elle avait les meilleurs armements.
Mais la dialectique des forces productives mondiales, du pétrole américain et de la production américaine, sur les plages de Normandie, pour qu'un Sherman arrive à flinguer un Panther, il fallait au moins sacrifier 4 Sherman. Mais ils s'en foutaient. Il y avait 10 000 Sherman, 20 000 Sherman, 30 000 Sherman. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire ne repasse pas les plats. Et toutes les formes passées qui nous rattachaient encore un peu d'humanité vont disparaître. Donc, que faire? Surtout ne pas se battre pour restaurer un passé qui est mort, parce que le capital dévorera tout, mais se battre sur une ligne intransigeante d'ontologie radicale en disant « Notre ennemi, c'est pas la finance, notre ennemi, c'est pas l'usure, notre ennemi, c'est la marchandise, notre ennemi, c'est l'argent. » Et là, il y a eu tout un débat dans la première internationale entre Proudhon et Marx, et le grand débat entre Proudhon et Marx qui déjà était préfigurait tous les groupes radicaux qui seraient anti-bolcheviques, anticapitalistes d'État. Il y a un abîme entre Marx et Lénine, parce que Marx, c'est justement l'anti-Lénine, c'est l'anticapitalisme d'État bolchevique, mais en même temps, c'est la récusation totale du proudhonisme. Et aujourd'hui, tout le monde est proudhonien. Tout le monde est proudhonien au sens où ah ben on veut bien la banque sans ses excès, on veut bien l'argent sans ses excès, on veut bien la finance mais sans... Alors pendant un moment la mode c'était le libéralisme, puis après on a inventé l'ultralibéralisme, mais tout ça c'est des sornettes. La critique radicale de l'économie politique dans l'ontologie subversive, extrémiste de toute l'histoire de l'intelligence humaine, c'est qu'on ne peut pas maîtriser l'argent, ou on détruit l'argent, ou l'argent nous détruit. Ah, c'est joli ça. Donc, alors le problème, le narcissisme, c'est un des moteurs essentiels de la société capitaliste. Chez les Sioux, chez les Germains, on dit jamais je suis celui qui court le plus vite. On dit je cours vite. Il n'y a pas cette névrose concurrentielle de rapport obligatoire au culte du moi qui précisément est moi parce qu'il est mieux que. Ce qui est une pathologie d'inquiétude. Parce que si moi a besoin de se dire qu'il est parce qu'il est mieux que, c'est qu'en fin de compte il est vide. Donc ce qui vous voulez, là il y a tout un travail à faire sur le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise, c'est une dialectique historique, mais c'est une dialectique historique qui est en même temps ontologique. C'est-à-dire que, puisqu'on a parlé de la chosification et de la réification, le fétichisme de la marchandise, parce qu'il a universalisé le diktat de la marchandise, a fait des hommes des marchandises. Donc qu'est-ce que la rencontre entre un homme et une femme ? Entre un homme et un homme. C'est un marché narcissique de représentation. Il y a plusieurs siècles, quand quelqu'un rencontrait quelqu'un, il rencontrait quelqu'un dans une transparence de communication pour dire des choses. Aujourd'hui, il y a une angoisse parce que nous sommes coupés de tout, et il y a donc le compensatoire. Alors les gens me disent, mais alors vous n'êtes pas angoissé. Mais si, l'angoisse est notre lot commun. Mais il y a deux angoisses. C'est ce que dit Hegel. Nous sommes rentrés dans une structuration sociale et historique qui nous terrasse, qui nous écrase, qui fait de nous des petits objets lamentables et mesquins. Donc, à tout moment, et aujourd'hui pour la première fois, nous sommes dans le triomphe absolu de la marchandise. Il y a encore 30 ans, la marchandise était en train de triompher, mais elle ne s'était pas emparée de tout. Là, elle s'est emparée de tout, jusque dans nos membranes les plus intimes. Donc nous sommes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des déchets humains industriels. Nous n'avons jamais été aussi loin de notre humanité. Donc, il y a une gigantesque angoisse, parce que c'est une béance. Mais il y a deux manières de compenser cette béance. Ou je compense ma béance dans le culte narcissique d'un moi qui organise des théâtralités de pouvoir, ou je compense ça dans un rapport d'universalité pour comprendre que cette angoisse a une histoire et que je dois la positiver. C'est ce que dit Hegel. L'angoisse, elle a deux significations. Il y a l'angoisse de l'en-soi et il y a l'angoisse du pour-soi. L'angoisse de l'en-soi, c'est quelque chose qui me terrasse en la peur du terrassement et qui me fait me recroqueviller dans l'économie narcissique de ma représentation singulière. Et il y a l'angoisse qui fait en quelque sorte
jaillissement d'histoire qui se réapproprie dans l'universel. Et à partir de là, le culte narcissique, il est brisé parce que je sais que tout ce que je sais d'important ne vient pas de moi. Ça vient du monde. Empédocle dit, l'être et le penser sont la même chose. Et le vieux mot sap qui a donné savoir, qui signifie recueillir, que l'on retrouve dans logos, le logos grec, leg, collectionner, c'est la grande opposition entre la pensée radicale et la pensée de conformisme. La pensée radicale, c'est que quand elle dit des choses essentielles, ça n'est pas elle qui les crée, elle les accueille dans le mouvement réel. Et c'est ce que dit Marx, je ne fais que traduire le mouvement réel de l'histoire, je n'ai rien inventé. Ce que j'ai conceptualisé entre 1840 et 1860, c'est le résultat historique des luttes radicales que j'ai formalisées intellectuellement, mais je n'étais que le traducteur. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour « moi je suis anthropologue, moi je suis sociologue, moi je suis médecin, moi je suis poète, moi je », tous ces « moi » qui circulent dans des compartiments narcissiques de faux savoir, à la poubelle. La seule chose qui compte, c'est la critique radicale, et la critique radicale est impersonnelle. La critique radicale est impersonnelle, elle est humble, parce qu'elle est grande, parce que la vraie grandeur est humble, parce qu'elle sait que quand elle dit quelque chose de fort, elle ne fait que transmettre l'expérience de notre humanité complète.